Les startups, c'est la meilleure classe d'actifs. Tout le monde cherche à investir. C'est été prouvé, c'est étudié, démontré par des études, etc. La bourse, si tu vas sur le S&P 500, ça fait entre 8 et 11%. L'immobilier, allez, on va dire entre 5 et 10%. Les startups, si tu les choisis bien, ça fait 30% de rentabilité par an. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon, ça y est, on est parti pour un épisode de 4h30, vu que j'ai beaucoup de questions à poser à notre invité aujourd'hui. Comment tu vas, Gabriel ? Ça va très très bien et toi, Gérald, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté et merci à Stéphane qui nous a mis en relation. Il faudra que je raconte un petit peu l'anecdote avec Stéphane juste après. Et pour info, je déconne, ça va durer 1 heure. Mais j'ai plein de questions pour Gabriel. Et je suis sûr que vous en aurez. Vous allez creuser son sujet suite à l'épisode. J'ai pas de doute sur ça. Donc Stéphane qui nous a mis en relation, qui est un de tes clients. Et Stéphane, je l'ai rencontré parce que je devais lui vendre un immeuble à Périgueux, le fameux immeuble. Tu sais, c'est l'immeuble, j'en parle à tous les épisodes. Et du coup, il a tapé mon nom, il a vu le podcast, il m'a dit mais c'est cool, il faut qu'on soit 5 calls et tout. Et moi, du coup, je travaille avec Gabriel, du moins je suis client chez Gabriel et donc il nous a mis en relation, ça nous permet de faire cet épisode-là. Et donc du coup, je n'ai pas encore dit ce que tu faisais, je te laisse expliquer si t'es ok. Ouais, carrément. Sacré hasard en tout cas. Voilà, acheter des immeubles, il en ressort des trucs marrants ou vendez des immeubles. Écoute, qu'est-ce que je fais ? C'est un vaste sujet. Non, pour être très synthétique, moi j'accompagne et je permets à des particuliers d'investir dans des startups avec des petits montants, donc sans être millionnaire, et des startups de la Silicon Valley, qui est le temple des startups, qui est le meilleur endroit sur Terre pour investir dans les startups. Voilà, en quelques mots, ce que je fais, on va rentrer plus dans les détails, mais on peut commencer par ça déjà. Yes. Et donc du coup, tu t'organises ça à travers un groupe. Tu fais également du contenu pour expliquer un petit peu quels sont les bons critères. En tout cas, c'est le contenu que j'ai vu chez toi, les bons critères pour investir. Et j'ai adoré. J'étais tombé sur première vidéo sur celle que tu as fait pour Papépille, où tu donnais plein d'indicateurs et j'ai plein de questions là-dessus. Et donc voilà, il y a l'éducation et puis il y a également une solution clé en main pour investir. Tout ça, tu as décidé de le faire sous forme d'un club deal. Alors, je sais pas, c'est réellement ça ? T'es structuré en club deal ? C'est ça. Alors, Club Deal, c'est pas enfin voilà, c'est un type de fonctionnement. C'est pas un type de société particulier. Donc, j'ai pas une société Club Deal. Mais effectivement, le Club Deal, c'est l'idée de dire, il y a quelqu'un qui est à la tête du club. Ici, par exemple, c'est moi. Donc, le club, en l'occurrence, il s'appelle Léonis Investissement et qui propose des deals. Donc, moi, mon métier, c'est d'aller trouver, sourcer des deals directement dans la Silicon Valley. Alors, effectivement, je cherche des deals qui répondent à des critères très précis. Et je suis très très sélectif, on va en reparler. Et une fois que j'ai trouvé ces deals, je les propose aux membres du club Léonis. Chacun ensuite peut décider d'investir ou non. C'est l'une des beautés du club, c'est qu'il y a une liberté. Et comme je le disais, avec des montants assez bas, alors pour être très précis, le montant minimum d'investissement, c'est 2 500 € dans une startup que je propose à l'investissement. Et donc ça permet d'investir dans des startups à très très fort potentiel et de la Silicon Valley, mais sans avoir 100 000 €, 500 000 €, 1 million, etc. Et du coup, moi j'ai 3 questions, je te les pose et je te laisse organiser ta réponse comme tu veux. Pourquoi les startups ? Pourquoi la Silicon Valley ? Et pourquoi à cette étape de maturité de la startup, quelle est l'étape de maturité de la startup que tu préfères ? C'est 3 grandes questions. On pourrait faire un épisode rien que sur ces 3 questions-là. Mais Non, déjà, c'est qu'on facile. comprenne ta thèse, en fait. Ouais, c'est facile de te répondre parce que, alors, pourquoi les startups ? Les startups, c'est la meilleure classe d'actifs. Donc, tout le monde cherche à investir. C'est été prouvé, c'est étudié, démontré par des études, etc. La bourse, si tu vas sur le S&P 500, ça fait entre 8 et 11%. L'immobilier, ça fait, allez, on va dire entre 5 et 10%. Les startups, si tu les choisis bien, cette phrase est très importante, si tu les choisis bien, on va y revenir, ça fait 30% de rentabilité par an. Donc, c'est la meilleure classe d'actifs à condition de savoir les choisir. Et ça a été mesuré sur les startups de la Silicon Valley. Donc, ta deuxième question, pourquoi la Silicon Valley ? C'est là que sont nées les startups. Startup égale Silicon Valley finalement. Alors, maintenant, il y a des startups partout. Il y a des startups en France, bien sûr. Mais
si on veut les meilleures startups, si on veut être au meilleur endroit, dans les meilleures conditions, c'est la Silicon Valley. Et encore aujourd'hui, alors ce qui se passe en France dans l'écosystème startup est assez chouette. Il se passe des très bonnes choses et ça va vraiment dans la bonne direction. Ça, c'est indéniable. Mais la Silicon Valley, ils ont 30 ans, 40 ans d'avance. Ça reste beaucoup plus intéressant d'investir là-bas. Et je peux te donner quelques exemples très, très concrets. En France, on a des licornes, mais elles ne peuvent pas rentrer en bourse parce qu'il n'y a pas de marché boursier en France, il n'y a pas d'IPO. Hein. Elles peuvent pas se faire racheter. Je prends souvent l'exemple de Conto. Conto, tout le monde connaît, l'une des plus grandes licornes françaises. Ça vaut 4 ou 5 milliards. BNP Paribas, ça vaut 15 milliards. Ils peuvent pas racheter Conto. Ils n'ont pas les moyens. Quand tu vaux 15 milliards, tu peux pas racheter une boîte à 5. Et donc, qui va racheter Conto aujourd'hui? Eh ben, c'est une vraie question. Donc, comme ils peuvent pas se faire racheter, on se dit ils pourraient rentrer en bourse. Ils peuvent pas rentrer en bourse. Donc, t'as investi dans Conto. Comment tu récupères ton argent? Bon, aux États-Unis, dans la Silicon Valley, on n'a pas ce problème. Il y a un marché des IPO hyper dynamique. Et en plus, les boîtes se font racheter 5 milliards pour la Bank of America ou pour JP Morgan. C'est que dalle, parce qu'ils valent des centaines et des centaines et des centaines de milliards. Et on voit des très grosses acquisitions. Hein. On a vu Adobe qui rachète Figma pour 20 milliards, LinkedIn qui s'est fait racheter pour je ne sais plus combien, Microsoft qui rachète Blizzard, voilà, qui rachète LinkedIn, mais qui rachète aussi Activision Blizzard pour être très précis. Je crois que le deal c'est 80 milliards. Enfin, c'est des sommes. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, Microsoft, ils ont les poches profondes, ils valent plus de 1000 milliards. Donc voilà. La définition d'une bonne startup, c'est une startup qui va t'amener de la liquidité, en fait. C'est surtout ça, plus que le projet en soi. Il faut avoir un bon projet, mais si tu veux, la liquidité, c'est un point, c'est la base en fait. Si t'as pas de liquidité, ça sert à rien d'investir. Tu récupéreras jamais ton argent. Donc encore une fois, prends l'exemple de Blablacar. Blablacar, ça a été créé en 2004. Donc ça va avoir 20 ans, ça fait 19 ans. Ça marche. On pourrait dire que ça cartonne. Bon, je crois qu'ils sont pas hyper rentables, mais ça marche. On peut pas, voilà, ils sont en train de s'étendre dans le monde entier, etc. T'as investi dans Blablacar il y a 19 ans. Tu tires la langue, quoi. Tu veux récupérer ton argent et t'as toujours pas récupéré ton argent. Donc, et voilà, toutes ces licornes. Alors, il y aura peut-être pour les plus connus, si t'es Conto, si t'es Doctolib, il y aura peut-être des IPO parce que c'est vraiment des boîtes connues, etc. Dans les prochaines années. Pour l'instant, au moment où on enregistre, ça fait des années et il y en a toujours pas eu. Mais tout le monde n'investit pas dans Conto. Il faut que tu puisses avoir ton IPO si tu as investi dans la 10e licorne, dans la 20e licorne, pas les 3 licornes françaises les plus connues. Donc, pour te dire, non, le projet, la bonne startup m'intéresse énormément, mais avant même ça, le socle de base quand tu investis, c'est de se dire, je vais pouvoir récupérer mon argent. Et effectivement, en France, c'est un peu plus compliqué. Je discutais avec un très bon copain, là, il y a quelques jours, la semaine dernière, qui a investi dans les startups françaises. Il sait ce que je fais, j'arrête pas de lui dire, allez, viens dans les startups américaines et tout. Lui, il dit, moi, je fais dans les startups françaises, notamment parce qu'il veut défiscaliser, etc. Bon, ok. Et il me dit, moi, j'investis pas dans une boîte à plus de 2 millions de valo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'exit à plus de 20 en France. Et donc, si tu investis à 2, que tu as un exit à 20, ça fait 1 x 10, c'est pas mal. Mais il me dit, je vois des boîtes à 7 millions de valo qui sont des belles boîtes et j'investis pas. Parce qu'un exit à 70 millions, c'est impossible. Alors qu'aux États-Unis, des exits à 70 millions, c'est tous les matins au petit-déj. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, pourquoi la Silicon Valley? Bon, il y a énormément de raisons. Les États-Unis, c'est un beaucoup plus gros marché. Il y a beaucoup plus de talents. Hein. Les jeunes du monde entier qui sont talentueux, ils rêvent d'aller monter une boîte à San Francisco, pas à Paris. Et donc moi, j'ai investi dans beaucoup de boîtes qui sont portées par des immigrés. L'une de nos meilleures réussites, c'est un Égyptien qui est parti s'installer à San Francisco. Il n'est pas venu s'installer à Paris, il est venu s'installer à San Francisco. Voilà, donc effectivement, tu as raison, on pourrait faire un épisode. Je m'arrête là, mais il y a beaucoup de raisons sur pourquoi la Silicon Valley. Trop bien. Et du coup, comment t'es arrivé à faire ce que tu faisais, toi? Tu viens de ce monde-là au départ? Alors, oui et non. Enfin, oui, je viens du milieu de l'entrepreneuriat. Donc moi, je suis ingénieur de formation. Comme 90% des gens qui passent à ce micro, j'ai l'impression. Mais okay. Ah bon? Voilà, tu peux rappeler ça, le podcast des ingénieurs. Voilà. Mais j'aimais pas du tout les études d'ingénieur. Déjà pendant les études, je voulais être entrepreneur. C'était mon kiff. Moi, j'ai appris à coder à 13 ans et j'ai vendu mon premier site internet à 13 ans. Voilà, en HTML, enfin un truc dégueulasse, etc. Mais voilà. Et donc, j'aimais pas l'étude d'ingénieur, je voulais monter des boîtes. Mon premier client, c'était mon école d'ingé. J'ai découvert qu'il y avait un besoin, qu'il payait quelqu'un, que le boulot était mal fait. J'ai dit, je vais le faire à sa place. En sortant d'école, je monte un premier business. Enfin, j'avais monté des tout petits business pendant l'école, mais là, je monte un vrai business en sortant d'école. Donc, pour te situer, ça se passe en 2013. Enfin, tu sais, l'école d'ingé, à partir de 2012, tu bosses plus vraiment, mais voilà, la remise de diplôme, c'est 2013. Je crée une marketplace de vente de vin que je revends fin 2015, début 2016. Donc voilà, tu vois, tout de suite j'étais dans l'entrepreneuriat. J'ai monté d'ailleurs pendant ce business de vin, j'ai monté d'autres business.
je vais pas tout te raconter parce qu'on en a pour des heures, mais voilà, j'étais un peu touche à tout. En 2015, j'ai monté un autre business que là, je suis en train de vendre ces jours-ci, donc voilà, qui était avant Léonis. Très bien. Et en 2017, j'ai créé Léonis Investissement. Donc, j'étais un peu dans. Mais ce qu'il faut voir, c'est entre 2010 et 2017, avant la création de Léonis Investissement, je montais plusieurs business. J'en avais vendu un. Et à force de monter pas mal de business et de pas mal pas réussir, de pas mal échouer, des boîtes qui n'ont pas donné grand-chose. Là, je te parle de celles que j'ai vendues, mais il y a celles Oui, qui n'ont bien pas sûr. marché, évidemment. Elles étaient plus nombreuses, je le précise. Il y en a plus qui n'ont pas marché. Je commence à comprendre ce qui marche pas, quelles erreurs j'ai fait, etc. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Et je commence à le voir dans d'autres startups. Je dis, attends, lui, il fait les mêmes erreurs que moi. Donc, soit j'allais lui dire, mais c'est un peu présomptueux, genre, ah non, mais tu vas te planter. Soit dans ma tête, je me disais, bon, lui, ça va pas marcher, je reconnais l'erreur. Mais parfois, je voyais des gens qui faisaient pas les mêmes erreurs que moi et je me disais, waouh, lui, il a compris, il a été plus malin que moi, il va plus vite, etc. Et je me disais, bon, ok, j'ai compris que cette boîte va réussir. Comment j'en tire parti? Comment j'en tire profit? Alors, au début, ma toute première idée, c'était de me dire, je vais aller voir les mecs et je vais les convaincre de m'associer avec eux, de les aider, etc. Ça marchait pas. Le mec, il me dit, attends, ça fait 2 ans que je bosse sur mon projet, tu sors de nulle part, je veux pas m'associer avec toi, je m'en fous. Gabriel, t'es qui, etc. Et donc, je me suis dit, je vais voir investir. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à investir avec le tout petit peu d'argent que j'avais de ma première vente. J'ai hérité un petit peu d'argent de ma famille. Au lieu de le mettre à la banque sur un livret A, j'ai décidé de l'investir comme ça. Je commence à investir tout seul. J'ai des très bons résultats tout de suite. Mes 3 premiers investissements, je fais 2 sorties positives en 3 ans. Donc, immédiatement des bons résultats. Et là, je commence à en parler autour de moi. J'étais trop fier, etc. Et c'est à ce moment-là où, en 2017, il y a des copains, des connaissances, etc., qui me disent, partage-nous les investissements. Et donc, c'est la naissance de Léonis Investissement début 2017. Au début avec des startups françaises, au début de façon très amateur avec 4 copains. Puis évidemment, le club, il est devenu énorme, il est devenu gigantesque. Il y a plus de 700 personnes qui ont investi avec le club. On a investi plus de 30 millions et on a bougé ça vers la Silicon Valley. Enfin, j'ai, à ma propre initiative, dit les startups françaises, c'est bien. Les startups de la Silicon Valley, c'est mieux. Et j'ai réussi effectivement à avoir cet accès-là. Donc, voilà. Et est-ce que ton club, c'est le MVP d'un futur fonds de capital risque, de VC, ou c'est pas du tout dans ta vision? Tu préfères vraiment faire du sourcing et proposer des deals comme ça? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a un fonds qui est en cours, qui est en projet. Ok. Maintenant, pour moi, mais c'est pas forcément à la place du club. C'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, c'est les deux. Donc, le club Léonis Investissement, il va nulle part. J'avais toujours dit dès le début que le jour où je serai ma vision, si tu veux, ma vision, c'est de partager les investissements qui sont réservés aux ultra riches et de les partager à tout le monde. Pourquoi j'ai cette vision? Parce que quand j'ai démarré, quand j'avais 20 ans et que je voulais investir, toutes les portes se sont fermées à moi parce que j'avais pas d'argent. J'étais entrepreneur un peu raté, j'avais pas de fric. Non pas, et d'ailleurs, je suis loin d'être encore très 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 riche aujourd'hui. Et je voulais faire, même aujourd'hui, alors que Léonis fonctionne bien, je gagne quand même ma vie, mais je suis encore pas du tout assez riche pour faire ce genre d'investissement. Et donc, toutes les portes se fermaient à moi, j'étais un outsider. Et je me suis fait ma place, j'ai beaucoup travaillé pour ça, et l'idée maintenant c'est de partager ça avec tout le monde. Et donc, depuis le tout début, je me suis dit, le jour où je serai le super big investisseur, je ne suis pas encore, le jour où je serai, tu vois, je sais pas, Xavier Niel, si tu pouvais investir avec Xavier Niel aujourd'hui et faire tous les deals qu'il faisait, tu te dirais, mais c'est génial, moi je veux investir avec Xavier Niel, ce mec est un génie. Et donc, quelles que soient mes avancées, je veux garder ce club et pouvoir emmener des gens avec moi, les gens qui me font confiance. Et donc, j'ai un objectif un peu fou, c'est de créer 1000 millionnaires en France. C'est-à-dire de prendre des gens qui investissent avec moi, qui me font confiance, et grâce aux exits, aux investissements, leur rendre, que leurs investissements leur fassent gagner 1 million d'euros, créer 1000 millionnaires. J'en suis à 0 au moment où on se parle, qu'on soit bien clair. Mais voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé. Donc, pour te répondre, voilà, il y a un projet de fonds, oui, mais c'est pas à la place du club. Mais bien, bon, et en même temps, c'est pour ça que je te disais oui et non. En même temps, oui, le club m'a aidé en termes de crédibilité pour pouvoir faire ça. Ouais. Très clair. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, les personnes qui rentrent dans le club, elles ont quel profil? On parlait de Stéphane tout à l'heure. Stéphane, il a un profil d'ingé, un profil scientifique. Est-ce que c'est l'avatar type de ton club? Et est-ce qu'il faut avoir certaines connaissances déjà
je sais pas, en compta, en finance ou je ne sais quoi pour rentrer? Comment ça se passe? Alors, il y a besoin de absolument rien. C'est venez comme vous êtes. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de prérequis. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà investi. Il n'y a pas besoin d'avoir, je sais pas quoi, un PEA, un compte bancaire, un truc. Enfin, il faut avoir de l'argent à investir. Ça, c'est le seul prérequis d'avoir un tout petit peu d'argent à investir. Pas des grosses sommes du coup, parce que c'est 2 500 euros, hein, donc il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 euros sur son compte. Alors, tu me dis, est-ce qu'ils sont tous ingénieurs ou pas? Je demande pas les études, j'en sais rien. Il y a trop de membres. Hein, on est plus de 300 membres actifs. Il y a, comme je te disais, 700 personnes qui ont investi. Il y a plus de 300 membres actifs. Donc, je connais pas les études de tout le monde. J'ai deux archétypes vraiment de clients. Et je précise que si vous vous reconnaissez pas dans cet archétype, vous êtes le ou la bienvenue quand même. Il n'y a pas de problème. Bon, mais si je devais faire un résumé, il y a deux archétypes de clients. Premièrement, on a, et j'en ai vraiment de plus en plus maintenant, c'est devenu, je pense, mon meilleur archétype client, c'est le fondateur de start-up, souvent qui a revendu. Et donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'ils ont un peu plus d'argent et ils ont compris que avoir des parts d'une boîte que tu peux revendre, ça peut faire gagner beaucoup d'argent. Et donc, c'est des gens, eux, j'ai pas besoin de les convaincre. Ils savent ce que c'est qu'investir dans une boîte. Ils l'ont vécu de l'intérieur. Voilà. Ils ont Donc, un intérêt fiscal peut-être aussi Non. Non, parce que vu que Quand c'est tu en investis dans la France... Silicon Ouais, Valley, ok, voilà, quand d'accord. tu investis, voilà, t'as pas d'intérêt fiscal. Donc, moi, je considère qu'il vaut mieux payer ses impôts, mais derrière faire des investissements qui vont te rapporter beaucoup plus que économiser des impôts pour ensuite planter tes investissements. Alors, C'est clair. tous les investissements en France se plantent pas en réalité, hein, heureusement. Mais voilà, si tu payes 25% d'impôts, mais que derrière tu as un investissement qui te fait faire x100, il valait mieux payer tes 25% d'impôts. Et des investissements qui font x100 en France, il y en a peu, et avec pas de liquidité, on revient au truc de compto, etc. Alors qu'aux États-Unis, ça arrive tout le temps, surtout dans la Silicon Valley. Donc, ça, c'est vraiment mon archétype. Jeune fondateur, tu vois, 30-40, voilà, peut-être, ou 35-45, enfin peu importe. Ça va, j'ai un membre qui a 78 ans, hein, donc j'ai de tout, mais voilà, et qui a revendu sa boîte, qui a un peu de fric. Une déclinaison, c'est qui a pas encore revendu sa boîte, mais qui a fait un peu de cash out, ou juste qui a un bon salaire, etc. Mais c'est des entrepreneurs, des gens qui savent ce que c'est que la valeur des parts d'entreprise. Le deuxième type de client, c'est plutôt des gens qui travaillent dans des startups. En France, des startups tech, des CSP+, des gens qui quand même ont un bon salaire. Et pareil, ils connaissent un peu le monde des startups, mais ils sont plutôt salariés, ils connaissent ce monde-là de l'intérieur, et ils se disent, moi aussi, je veux prendre des parts dans ces business, etc. Mais à nouveau, en France, c'est pas forcément évident, avec des petites sommes, et qui se disent, voilà, je gagne, je sais pas, 4-5 000 euros par mois, ou 3 000, j'arrive à bien mettre de côté, etc. Je vais aller investir, et ça, c'est des gens qui ont plus une idée de se dire, je prends des risques, hein, investir dans les startups c'est risqué, mais si ça marche, ça va me permettre de changer vraiment ma destinée financière. Le jour où tu as un exit et que tu gagnes 500 000 balles, ou plus, 1 million, 2, 3, 4, 5 millions, évidemment, quand tu es salarié, ça change complètement ta vie. Voilà. Bien sûr. De toute façon, il y a du risque, il y a des possibilités de gains. Très souvent, c'est très symétrique en fait tout ça. Le risque d'un côté, le gain de l'autre. Donc ouais, ça fait partie du jeu. Et est-ce qu'il y a une classe d'actifs un petit peu concurrente, même si tout à l'heure tu nous disais que investir en startup dans la Silicon Valley, ça reste le meilleur. À quoi on pourrait le comparer? Disons que moi je suis pas très fan de ces comparaisons, mais donc pour moi on le compare avec rien. Mais je peux quand même te répondre. D'une part, on pourrait le comparer avec l'investissement small cap en bourse. Alors, qu'est-ce que c'est l'investissement small cap en bourse? C'est des petites boîtes avec, donc small cap, ça veut dire petite capitalisation, donc elles valent pas très cher, mais elles sont quand même cotées en bourse. Donc là, on retrouve, c'est des entreprises. Alors, technologiques potentiellement, enfin moi en tout cas, j'investis dans dans les startups technologiques. Tu as des small cap technologiques, tu as des small cap autre chose, mais si tu as fait des small cap technologiques, ça pourrait être comparable. Et c'est comparable dans le sens où tu as plus de risques que des grosses boîtes, et tu as aussi plus d'espérance de gain. Mais pour te faire un schéma, ça c'est les large cap, les grosses boîtes. Ça, c'est les small cap juste en dessous. Et les startups, c'est bien. Voilà. Moi, j'investis dans des boîtes qui ont parfois même pas un an d'existence. Alors, j'investis que dans des boîtes qui ont de la traction, qui ont du chiffre d'affaires et de la croissance. Mais une boîte qui est une small cap, même si elle est cotée en bourse, tu as déjà une partie du boulot qui a été fait. Nous, on investit parfois, il y a les deux fondateurs et c'est tout, quoi. Donc, on investit beaucoup, beaucoup plus tôt. Mais on pourrait un petit peu le comparer à ça, d'une part. Ça va, cette comparaison, elle me gêne pas. Il y en a une deuxième qui est un peu plus, moi que j'aime moins, c'est qu'on pourrait, beaucoup de gens en tout cas le font, moi je trouve que c'est très différent, le comparer à la crypto. Alors notamment, pourquoi? Parce que la crypto, c'est effectivement beaucoup de risques et beaucoup de gains potentiels. Moi, j'aime pas du tout cette comparaison parce que, ok, risque,
fort, gain fort, ça oui, ok, très bien. Mais c'est très différent parce que quand tu investis dans une crypto, il n'y a pas d'entreprise derrière. Il n'y a pas de salariés qui travaillent chez Bitcoin, qui travaillent chez Ethereum, etc. La seule chose qui fait le prix d'une crypto, c'est l'offre et la demande. Et si tu achètes du Bitcoin aujourd'hui, tu penses demain le revendre plus cher parce qu'il y aura une demande plus importante à un prix plus élevé. Alors qu'une startup, comme une entreprise, comme une boîte cotée en bourse, il y a un petit peu l'offre et la demande sur le prix de l'action qui fait le prix, mais surtout, ce qui fait le prix, c'est les résultats de l'entreprise. Et tous les matins, tu as des gens qui se lèvent, qui viennent créer de la valeur, qui travaillent dur. Tous les matins, tu as des commerciaux qui passent des coups de fil pour vendre le produit, la solution et une boîte qui fait de la croissance. Et donc, on le voit très bien en ce moment. Par exemple, les valeurs tech en bourse, elles ont beaucoup baissé. Mais une boîte donc la valeur, elle a baissé à cause du momentum, du sentiment des marchés. Mais si la même boîte se met à faire de la croissance, la valo va automatiquement remonter indépendamment de l'offre et de la demande parce qu'il y a plus de chiffre d'affaires. Donc, on le sait, le plus grand vecteur d'enrichissement, c'est d'investir dans des entreprises. Pour cette raison-là, alors j'en parle un petit peu dans mon livre. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a presque un côté mauvais capitaliste diabolique. C'est que quand tu as des parts d'une boîte, toi, tu restes chez toi tranquille et tous les matins, il y a des salariés qui vont se lever pour travailler pour toi, pour créer de la valeur pour ta société. Alors, il faut pas le voir comme ça. Il faut pas se dire je les exploite. Il faut se dire je crée de l'emploi, c'est normal, j'aide la société à se développer, donc j'ai un retour, etc. Mais c'est complètement fou de te dire tous les matins, moi j'ai investi avec le club dans 45 startups. Tous les matins, il y a 45 équipes qui se lèvent et qui viennent bosser pour nous. Alors que tu investis dans Bitcoin, il y a personne qui va se lever pour toi. Donc voilà, pour moi où s'arrête la comparaison, mais on peut. Par rapport à ça, voilà. Il y a Thierry Vignal qui est passé sur le podcast et qui dit donc de Mastéos et qui disait en fait ce que je fais c'est un peu une histoire de Robin des Bois. Je prends l'argent des VC. Alors lui en l'occurrence ses investisseurs c'est des professionnels et en fait du coup ça me permet d'embaucher genre je sais plus de 200 personnes. Donc en fait je suis une sorte de Robin des Bois. Donc tu vois c'est la même approche que toi mais vu sous un angle différent, tu vois, il le voyait bien sûr. Ouais. L'argent des VC, il sert à ça. Tu sais, on dit que par exemple Uber, pourquoi les courses étaient pas chères du tout sur Uber pendant des années parce qu'ils voulaient conquérir le marché. Et comment ils faisaient pour que la course soit moins chère? C'était avec l'argent des VC. Donc en fait, quand tu prenais un Uber, tu payais ta course pas cher et il y avait une partie de ta course qui était payée par un mec super riche en Californie. Tu dis merci de m'avoir, voilà. Donc oui, bien sûr, il y a une sorte comme ça de redistribution. Et d'ailleurs, ça va plus loin, je pense, pour Mastéos, parce que je connais un petit peu je sais ce qu'ils font, je connais Mastéos. Non seulement il embauche des gens, mais en plus il permet à des particuliers d'avoir accès à des biens à des super prix avec une super renta auxquels ils n'auraient pas forcément eu accès. Encore une fois, grâce à l'argent des investisseurs. Donc là, il y a presque une sorte de répartition, de ruissellement, tu vois. Voilà, c'est marrant. Et alors, du coup, toi, dans ta thèse d'investissement, il y a un acteur, il y a j'ai envie de dire, c'est presque un demi-dieu qui rentre en compte, c'est le Y Combinator. Absolument. T'es un grand fan, je crois, moi aussi. Alors, je les connais moins que toi, je pense, mais j'adore les punchlines qui arrivent de Paul Graham, tu sais, que tu reprends un peu. C'est le genre de truc où, au bout d'un moment, tu sais plus qui l'a dit, mais en fait, c'est Paul Graham qui a sorti un truc il y a un petit moment. Et donc, du coup, est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce qu'est le Y Combinator et pourquoi, pour toi, c'est un label de qualité dans les boîtes dans lesquelles tu investis? Ouais, bien sûr. Alors effectivement, donc nous aujourd'hui on investit que au Y Combinator, tout simplement. Donc on s'embête plus. Donc le Y Combinator, qu'est-ce que c'est? C'est un incubateur de start-up. On peut aussi dire un accélérateur. C'est finalement la même chose. À San Francisco, c'est le plus grand incubateur au monde. C'est le plus connu, le plus célèbre, et c'est celui qui a le plus de succès. C'est en fait là où on va trouver les meilleures startups. Alors je donne quelques exemples, quelques noms de boîtes qui sont passées par le Y Combinator. Airbnb, Coinbase, Dropbox, Stripe, DoorDash, Reddit, Twitch, j'en passe et des meilleurs. Donc moi je les appelle pour blaguer la fabrique à licorne. Hein. C'est vraiment une usine. T'arrives et hop, ils te mettent une corne et tu ressors t'es une licorne. Et voilà, la vie est belle. C'est de très très loin voilà le meilleur incubateur et c'est pour ça qu'on s'est spécialisé à investir que là-dedans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment je me suis dit mais c'est même pas la peine d'aller chercher ailleurs. Alors pourquoi? Comment ils font? Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la Silicon Valley. Je suis arrivé avec des yeux complètement nouveaux, frais. Je connaissais rien. Et donc, l'une des façons de trouver des bons investissements, c'est d'aller voir les incubateurs. J'ai été voir tous les incubateurs de la Silicon Valley. Je les connais tous. Je vois encore toutes les startups de tous les incubateurs. Et puis, d'année en année, je me disais, mais le Y Combinator, les startups sont meilleures. Une première année, une deuxième, une troisième, systématiquement. Je me disais, mais c'est fou. Comment ça se fait? Comment ils font? Et donc,
à force de constater ça, je continue aujourd'hui de le constater, je continue de regarder les autres incubateurs, et c'est le Y Combinator qui est toujours les meilleurs. Alors, comment ça se fait? Premièrement, ils acceptent moins de 1% des boîtes qui postulent. Donc, ils ont un taux d'acceptation qui est extrêmement, extrêmement bas. Pardon. Beaucoup moins, enfin, ils sont beaucoup plus sélectifs, ils acceptent beaucoup moins de monde que les autres incubateurs, donc ils acceptent vraiment la crème de la crème, les meilleurs, premièrement. Deuxièmement, ils ont une très bonne réputation, donc c'est un peu un cercle auto-renforçant. Les gens qui sont ambitieux, qui veulent réussir, ils veulent aller au Y Combinator, pas ailleurs. C'est vraiment, le fait même d'être accepté au Y Combinator, en général, on dit, mais rien que ça change ta vie. Ouais. Vraiment, ça change ta vie, ça change la trajectoire de ta boîte. C'est presque un ticket de loterie. Tu es accepté au Y Combinator, ta vie change définitivement. Bon. Alors, par ailleurs, donc c'est un accompagnement extrêmement qualitatif. Donc, il y a Paul Graham. Ils ont des gens tellement talentueux. Là, il y a par exemple Gary Tan qui prend la direction, qui a pris la direction début janvier, qui est juste un type tellement extraordinaire. Gary Tan, voilà, il est sur YouTube, etc. Tu peux le suivre. Il faisait du e-commerce au départ, lui. C'est un des frères Tan, c'est ça? Je crois pas. Ça me Ok, dit rien. je confonds avec quelqu'un d'autre. Désolé. Je crois pas que ce soit ça. C'était un des partenaires. C'était le premier. C'est celui qui a investi en tout premier dans Coinbase. Ok. Il a investi $100 000 et quand Coinbase est rentré en bourse, il a récupéré 1,2 milliard. Donc voilà, tranquille. Ouais. Donc ça aide pour faire carrière. Mais le e-commerce, ça me dit rien. Voilà. Mais donc là, il prend la direction. Il a une chaîne YouTube. Enfin voilà, pour moi, c'est futur Paul Graham. Il est tellement intelligent. C'est tellement fin ce qu'il raconte, etc. Bon. Et donc, il y a tout un écosystème, et notamment avec les anciens, avec les alumni, les anciens du Y Combinator qui passent beaucoup de temps à aider. Donc, je te donne un exemple très concret. Tu arrives au Y Combinator, tu as gagné ton ticket de loterie, ça va changer ta vie. Les premiers coachings que tu vas avoir, c'est Brian Chesky, fondateur d'Airbnb, qui vient t'expliquer comment monter une boîte. Le lendemain, tu as Patrick Collison, le fondateur de Stripe, qui vient t'expliquer comment monter une boîte. Le lendemain, tu as Brian Armstrong, le fondateur de Coinbase, qui vient t'expliquer comment monter une boîte. Donc, en fait, quand tu es coaché déjà par ces gens-là, Oui. déjà de base, imagine ce qui se dit dans ces coachings-là. C'est juste un truc de fou, furieux. C'est vraiment, honnêtement, c'est bizarre à dire, c'est presque une secte. C'est-à-dire que, mais dans le bon sens du terme, ça veut dire qu'il te ravage tellement le cerveau, c'est un nettoyage de cerveau. Tu passes par le Y Combinator et t'es formaté. Mais dans le bon sens du terme, c'est pas t'es formaté croissance, réussir ta boîte, etc. Donc c'est d'une puissance absolue. Ça fait vraiment systématiquement sortir les meilleures boîtes. Alors, je précise que c'est quasiment impossible d'y entrer en tant que startup, mais aussi en tant qu'investisseur. Et donc, par un peu d'acharnement et un peu de chance, moi, j'ai réussi à avoir cet accès. Je suis un des seuls en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et donc, pourquoi s'en priver Et ce que je dis souvent pour blaguer, mais c'est vrai, c'est que c'est le meilleur incubateur de toute la planète Terre. Si on veut trouver des meilleures startups que là, il faut aller sur Mars, il faut aller ailleurs. Mais sur Terre, sur l'intégralité du globe, de notre petite planète bleue, c'est là qu'on trouve les meilleures startups. Donc voilà, j'ai cette chance inouïe. Je le partage. Donc pourquoi aller faire autre chose? Voilà. Bah c'est top, ça donne envie en tout cas. Ouais, Paul Graham, il met que des punchlines sur justement. C'est très souvent des phrases de 4 mots, mais qui peuvent changer le cours de la vision de nos propres business, et même si on n'a pas de startup d'ailleurs. Donc non, ils ont théorisé plein de trucs et le côté auto-renforçant. Je savais pas que les alumni venaient parce que le mec qui est en bourse, il vient quand même au Y Combinator pour il le revient fait plutôt chaque pour, année. Ouais, il le fait chaque année, il prend le temps. Et chaque année, tu as des nouvelles boîtes exceptionnelles. Donc, tu as de plus en plus d'alumni. Donc, c'est complètement fou, quoi. Et par ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais par ailleurs, ils ont une suite d'outils. Y Combinator, c'est aussi une boîte de software. Ils ont un nombre d'outils à disposition des fondateurs complètement faramineux, qui te sauvent la vie, qui te font gagner énormément de temps, ne serait-ce que par exemple un outil de recrutement qui est l'un des meilleurs outils de recrutement de la Silicon Valley, qui permet aux boîtes de recruter les meilleurs talents pour se développer plus vite. Donc rien que ça, c'est game changer, et il y en a presque une dizaine d'outils comme ça, donc c'est hallucinant. Très bien. Qu'est-ce que tu penses, toi, ton avis des startup studios, ces gens qui ont la faculté de monter plusieurs boîtes donc on connaît eFounders, qui est un des plus connus en Europe, je crois. Qui a eu de beaux succès d'ailleurs. Et quel est ton avis là-dessus? Est-ce que c'est le genre de startup dans lesquels toi le genre de projet dans lesquels tu t'investirais? Alors, moi j'ai un a priori plutôt négatif sur les startup studios, pour deux raisons. Premièrement, alors moi j'investirais jamais dans un startup studio, parce que même histoire que tout à l'heure sur rentrer en bourse au tout début de notre conversation. Est-ce que tu connais un startup studio qui a été racheté ou qui est rentré en bourse? Non. J'ai jamais entendu parler. Donc, effectivement, tu investis là-dedans, comment tu récupères ton argent? Bon.
Premièrement. Deuxièmement, pourquoi j'ai un a priori négatif, ça vient de mon expérience. Hein. Moi, je pars jamais avec des a priori au départ. Je me fais mon idée avec ce que je vois. Et alors, tu as cité eFounders, qui est un excellent contre-exemple, qui est juste eFounders, on peut, voilà, c'est indéniable, c'est du génie ce qu'ils font tous là-bas, c'est incroyable. Et année après année, je vois des nouvelles boîtes et je me dis, mais ils ont encore réussi, quoi. C'est vraiment fou, ils sont vraiment très très forts. Pour ceux qui ne connaissent pas, derrière eFounders, il y a Aircall, il y a Mailjet, je crois, il y Il y a a Front qui a fait le Y Airfront. Combinator. Ouais. Ah oui, oui, ah oui, donc en plus, ça ne s'oppose pas en Ouais. plus de faire les Non, deux. pas Ok. du tout. Ouais, Front, ils ont fait le Y Combinator, voilà. Donc, non, mais c'est juste incroyable, effectivement. Aircall, ils font plus de 100 millions de revenus par an maintenant, je crois. C'est un truc de fou, quoi. Donc, voilà. Mais, par contre, mon expérience m'a montré que la plupart des startup studios que j'ai vus ont échoué. Enfin, en tout cas, n'ont pas fait de boîtes comme ça, n'ont pas fait de très, très, très belles boîtes. Alors, il y a une raison simple, c'est que un startup studio, en général, on te dit, bah, on va t'aider contre de l'equity. Sauf que l'equity, c'est pour toujours. Et l'aide, c'est jamais pour toujours. Au départ. Voilà, c'est au départ. Et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, le fondateur, il a toujours besoin d'aide. Il a toujours besoin, par exemple, il y a beaucoup de startup studios qui disent, bah, on te fait la partie technique. Sauf que moi, pourquoi j'investis pas dans une startup où il y a un startup studio qui fait la partie technique? Bah, au bout de 3 ans, ton produit, techniquement, il n'est pas terminé. Ton produit, il évolue en permanence. Si tu regardes Airbnb, le site, il continue d'évoluer. Ça fait 13 ans que la boîte existe. Il continue d'améliorer le site, de faire d'autres choses. Non, ça fait 15 ans maintenant que la boîte existe. Il continue d'améliorer. Et donc, le startup studio, il a fait ça la première année, il a pris ses parts, et après, il est déjà passé sur autre chose. Il passe sur la startup d'après, il s'en occupe plus. Donc, s'il n'y a pas de CTO, j'investis pas. Voilà, le startup studio, il remplace pas le CTO. Voilà. Donc, si c'était un startup studio qui avait 3 boîtes et qui dit j'en prendrai jamais plus parce que je veux m'occuper de ces 3 boîtes, et ben là, oui. Mais sinon, non. Et donc, le startup studio, c'est souvent des fondateurs, le mec qui crée, enfin, ou l'équipe qui crée le startup studio, c'est des gens qui disent ah bah voilà, je vais avoir des parts dans plein de boîtes, ça va être facile pour moi, la vie est belle. Mais c'est son intérêt à lui, à elle, à eux, mais pas forcément à la startup. Donc, et j'ai vu malheureusement beaucoup de projets un peu vivoter. Donc voilà, il y a des exceptions. Alors je précise que le Y Combinator, c'est pas du tout un startup studio, hein, c'est un incubateur. Un C'est incubateur. un incubateur. Un startup studio, c'est un peu différent. Donc j'ai plutôt un a priori négatif. Maintenant, voilà, eFounders est un contre-exemple. Et d'ailleurs, je connais pas d'autres contre-exemples à part eFounders de startup studio qui a très très bien marché. Ce qui prouve bien que c'est plutôt l'exception plutôt que la règle pour moi. Voilà, mais je reste, j'ai pas d'a priori fermé, je reste ouvert. Voilà, mais dans l'ensemble, j'ai eu plutôt des mauvaises expériences là-dessus. Ok, très cool. Du coup, maintenant, si on doit lister quelques grands principes avant d'investir en startup, quels sont, toi, les indicateurs qui sont importants? Alors, j'ai dans la tête cette vidéo de Papépi. Alors, on va peut-être pas refaire la même parce qu'on va inviter les gens à aller sur ta chaîne plutôt pour voir toutes ces analyses-là. Mais si là, admettons, on doit passer du temps sur quelques indicateurs, les plus importants pour toi, c'est quoi? Tu parlais tout à l'heure de traction. Déjà, comment tu la mesures, la traction? Comment tu l'apprécies? Il y a des indicateurs, très clairement. On pourrait y passer des heures, mais si je devais résumer, donc effectivement, je fais ce genre d'analyse sur ma chaîne YouTube. Pour moi, il y a 3 vraiment indicateurs hyper importants. C'est ce que moi j'appelle la méthode ETA, donc c'est effet d'échelle, traction, avantage injuste. Alors, juste avant ça, je le dis sans m'attarder parce que c'est une évidence, il faut une bonne équipe. Honnête, talentueuse, ambitieuse, intelligente, etc. Donc, mais c'est plutôt une évidence. Ensuite, effet d'échelle, traction, avantage injuste. Alors tu me poses la question, comment on mesure la traction? Finalement, on regarde les chiffres, on regarde ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant, c'est la croissance, mais la croissance qui s'accélère. C'est-à-dire pas une courbe comme ça, mais une courbe comme ça, exponentielle. D'accord? Donc, on demande les chiffres. Tu as fait combien de chiffre d'affaires ce mois-ci? Tu as fait combien le mois dernier? Tu as fait combien le mois d'avant? Tu vas faire combien le mois prochain? Alors, je le dis souvent sur mes vidéos, je regarde surtout le passé. Si le mec me dit, mais dans les 12 prochains mois, on va faire tant, ça n'engage que celui qui le croit. Donc, j'aime pas trop. Voilà, éventuellement, on va dire ce mois-ci, tu vas faire combien? On est le 25 du mois. Tu sais combien tu vas faire ce mois-ci, ça va. Mais si je te dis, si tu me dis dans 1 an, je vais faire tel chiffre d'affaires, toutes les boîtes disent, voilà, on prévoit en 2023 de faire X. Sauf que, ouais, mec, on est en janvier, donc tu prévois ce que tu veux, mais t'en sais rien, quoi. Et ça, c'est valide dans tous les investissements. L'immobilier, c'est pareil. Hein. Alors, les gens ici sont complètement fans d'immobilier. J'en rigole d'ailleurs parce que moi, j'en peux plus de parler d'immobilier. Mais c'est pareil dans l'immobilier. Hein. C'est le train qui passera, je sais pas quoi, qui fera Paris-Bordeaux en 25 minutes, il n'est pas encore là. Hein. Donc, voilà. Peut-être qu'il sera là un jour, mais il y aura peut-être une pâquerette et du coup, une ZAD qui va se monter pour éviter de le faire. Donc, voilà. C'est clair. Ouais, t'as raison. C'est super important parce qu'effectivement, tout le monde, et dès que c'est
annoncé dans le prix du bien explose et le truc verra peut-être jamais le jour. Donc tu as raison. Donc effectivement, ça ressemble à ça. Donc moi je regarde vraiment, voilà. Et donc très concrètement, si la boîte me dit, bah écoute, le mois dernier on a fait 10 000, ce mois-ci on fait 12 000, et le mois prochain on va faire 13 000. Bon, ça augmente un peu, voilà. Mais la boîte qui me dit, tu vois, là j'ai parlé à une startup hier, génial, on va peut-être investir d'ailleurs. Je lui ai parlé en septembre, fin septembre, le 20 septembre, et donc 20 septembre 2022. Hein, il faisait un volume de transactions, donc c'est pas lui, il a une commission là-dessus, mais il faisait un volume de transactions de 150 000 dollars par mois. Là, on se reparle donc hier, fin janvier 2023, donc octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois plus tard, et il fait 1,5 million par mois. Donc le mec, en 4 mois, il a fait x10, il est passé de 150 000 à 1,5 million. Bon, ben ça m'intéresse, ça m'excite, ça je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que l'attraction, c'est un peu un juge de paix. Tu peux raconter tout ce que tu veux, même ma boîte c'est la meilleure, mon produit c'est le meilleur, machin. Si les clients, je l'ai pas là à côté de moi, souvent j'aime bien, je sors ma carte bleue, je montre, je dis voilà, ça, c'est ça le juge de paix. Donc tu peux avoir le même produit, tes clients te disent voilà, ce qui compte c'est quand le mec sort la carte bleue. Et donc si tu passes de 150 000 à 1,5 million en 4 mois, clairement, t'as fait un truc qui fonctionne. Je sais pas ce que c'est. À la limite, je m'en fous. Ouais. Je m'en fous pas en fait. Mais t'as hacké le truc. En voilà. tout cas. T'as réussi. Et c'est la même chose avec un investisseur. Tu peux toujours en avoir un investisseur qui va dire ouais, ton projet c'est super. Ok, bah vas-y, fais-moi le chèque. Tant que l'investisseur il a pas fait le chèque, il peut te dire tout ce qu'il veut, te faire tous les compliments. Quand est-ce qu'il investit? Donc voilà. Donc ça c'est comme ça qu'on mesure l'attraction. On regarde les chiffres, on regarde une évolution et on veut une évolution rapide, agressive. Heureusement, c'est ça qu'ils apprennent au Y Combinator. C'est ça leur spécialité, c'est la croissance et l'hyper-croissance. Et 100% des boîtes, elles apprennent exactement à faire ça. Elles n'y arrivent pas toutes, hein, c'est très dur. C'est honnêtement presque un miracle. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, si on y réfléchit bien, quand on investit dans une startup, ce qu'on veut, c'est investir dans une toute petite boîte. Et puis, plus tard, c'est devenu une très très grosse boîte et on a gagné de l'argent. Si tu investis et que la boîte, les 4 derniers mois, elle vient de passer de 150 000 à 1,5 million, et toi, tu investis à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent? Probablement, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais on se dit ça va continuer. D'autant plus que moi je vais investir, je vais lui donner de l'argent, elle va avoir plus de moyens, elle va recruter 2-3 mecs, peut-être mettre un peu plus de budget marketing pour encore accélérer. Et donc finalement l'attraction c'est peut-être le critère le plus important et c'est très très dur d'attraper ces boîtes au vol pile à ce moment-là. C'est ça tout mon métier, tout mon talent entre guillemets, mais c'est très très dur parce que si tu attends 6 mois de plus, la boîte elle est devenue énorme, elle est intouchable. Il veut plus de toi, t'existes plus pour lui. Et si c'est trop tôt, t'as pas cette traction. Donc il faut trouver le moment. Donc ça c'est hyper dur. Le moment où la boîte est en train de décoller, mais n'a pas trop décollé. Et c'est ce que je dis, c'est que c'est finalement parier sur la course une fois que la course est terminée. Une fois que les chevaux, tu sais le tiercé là, la course de chevaux, tu paries une fois que les chevaux sont arrivés, et tu dis je pense que c'est lui qui va gagner. Bah ouais, parce qu'en fait tu sais déjà que c'est lui qui a couru le plus vite, qui a eu la plus grosse accélération. Donc voilà, je m'amuse à dire, c'est presque le code de triche de l'investissement pour ceux qui ont fait des jeux vidéo. Tu sais, t'as des codes et tout d'un coup tu peux tuer tout le monde ou je sais pas quoi. C'est un peu le code de triche. La boîte elle est déjà en train hyper accélérer, t'arrives à l'attraper pile à ce moment-là, ce qui est très dur. Et donc alors tu peux avoir des boîtes qui font ça et puis tout d'un coup ça retombe, pourquoi pas, mais souvent t'as quand même des boîtes qui continuent sur leur lancée. Donc, quand on fait un peu de trading, d'analyse technique, c'est exactement le même principe. Hein. On attend qu'il n'y ait plus de friture sur le cours et quand il y a une requête de marché, donc quand ça part d'un coup, quand ça valide, quand ça casse, c'est à ce moment-là qu'on rentre. Et c'est un peu la même chose en fait. Hein. On laisse faire et dès qu'il y a le hack, dès qu'il y a le truc qui fait que ça fonctionne, qu'il y a de la croissance, c'est à ce moment-là qu'on saisit l'opportunité de monter. Ça fait un peu penser à ça. Du moins, c'est la même logique. On attend que ça se valide. Ouais. On le fait pas quand c'est mou et qu'il n'y a pas de traction, quoi. Voilà, en tout cas, effectivement, on n'investit pas quand c'est mou et qu'il n'y a pas de traction. Et pour moi, c'est une logique très différente, et notamment parce que quand on investit dans cette boîte-là, derrière, on va rester actionnaire pendant 5 ans, 10 ans. Que le trading, c'est très très différent. Donc moi, je suis un investisseur long terme, donc je suis pas du tout sur le trading. Mais par contre, oui, enfin voilà, là où la comparaison, t'as raison, c'est que voilà, on attend qu'il y ait le momentum. Voilà, le momentum, exactement. Donc ça, c'est l'attraction. Ouais, pardon, excuse-moi. Juste par rapport à ça, il paraît qu'il y a moins d'argent. Alors, je ne sais pas si ça concerne la Silicon Valley, mais il y a moins d'argent en private equity. C'est plus compliqué de se financer. Alors, déjà, est-ce que c'est vrai ou pas? Et il paraît que la typologie, que les boîtes maintenant doivent prendre en compte la rentabilité, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années par rapport à ça. Et donc là, vu qu'on parle d'une accélération de chiffres, est-ce qu'on parle aussi de marge, de profitabilité ou pas?
Alors, c'est une vraie question. Oui et non, il y a moins d'argent. C'est-à-dire que effectivement, il y a un. Alors, donc là, on enregistre fin janvier 2023. Hein, donc, il faut savoir que ça, c'est vraiment pour en ce moment. Mais si tu écoutes ce podcast dans un an ou deux, à mon avis, on sera, voilà, on sera plus du tout là-dedans. Là, il y a eu un petit coup de froid sur les marchés à cause de tout un tas de raisons, inflation, guerre en Ukraine, etc. Et donc, il y a un peu moins d'investissement. En fait, il y a vraiment beaucoup de fonds qui ont beaucoup d'argent à déployer, mais qui osent pas. Ils osent pas déployer. Donc, il y a beaucoup d'argent à être investi, mais les gens sont un peu plus prudents. Donc, il y a un peu moins d'investissements qui sont faits, mais c'est pas forcément plus dur de trouver un investissement ou un investisseur parce que il y a beaucoup d'argent dans les coffres Hmm. des fonds. Effectivement, comme les valos ont baissé, qu'il y a eu un peu un coup de froid, etc., on fait plus attention à la rentabilité, ça c'est vrai, parce qu'on veut des boîtes qui peuvent survivre sans lever des fonds indéfiniment, parce que encore une fois, le marché est un peu plus, voilà. Alors, avant ça, le marché était un petit peu dans la surenchère, hein, c'était un petit peu exagéré, il y avait vraiment aucun intérêt qui était mis à la rentabilité. Et donc c'était pas bien. Et là, je pense qu'il y a trop d'intérêt qui est mis à la rentabilité. Je pense que le point correct, il est entre les deux, il est à l'équilibre. Pour être très précis, quand on investit dans une boîte de la Silicon Valley, dans une startup de la Silicon Valley et du Y Combinator, on veut de l'hypercroissance. Et donc, on veut volontairement qu'elle soit pas rentable au début. Si c'est une boîte rentable qui fait que se développer sur fonds propres sans lever de fonds, elle va le faire trop lentement, c'est trop plan-plan et on va pas gagner d'argent. Mais on veut pas qu'elle crame trop pour qu'elle soit complètement fou et que la boîte se plante. Donc c'est pour ça que je dis que l'équilibre il est entre les deux. Je pense qu'on était dans une là effectivement entre 2019 et 2022, on était dans le n'importe quoi et donc c'était trop. Là, je pense qu'on a trop corrigé et que petit à petit, alors je sais pas quand, fin 2023, en 2024, peut-être en 2025, on va revenir à quelque chose un peu d'entre deux. Donc voilà, on veut qu'elle perde de l'argent pour se développer, mais pas trop et qu'elle reste raisonnable. Ce qui est très important, c'est que moi, mon investissement, personnellement, dans Léonis Investissement, donc je te disais qu'il y avait traction, il y avait effet d'échelle. Et donc, c'est ce que j'appelle la scalabilité, enfin, en anglais, hein, scalability, en français, effet d'échelle. C'est des boîtes qui sont dans le digital. C'est-à-dire que c'est pas des boîtes qui font des produits physiques. Et ça a un rapport avec ce qu'on vient de dire. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le digital, si à un moment tu n'as plus d'argent, tu n'arrives plus à lever de fonds, eh ben, tu peux couper tes dépenses marketing, etc. Et tu gardes ton produit. Pense à Uber ou à Airbnb. Si Airbnb fait zéro dépense ou Uber, il n'y a plus de marketing, il n'y a plus de pub, mais le site est toujours là. Il faut payer ton serveur, ça coûte 10 balles. Et tu peux continuer à engranger des clients sur la base des gens qui te connaissent déjà. Tu vas peut-être pas grossir aussi vite, tu vas peut-être pas conquérir des nouveaux clients, mais les clients, voilà. Donc ça, c'est le cas pour toutes nos boîtes, qui sont comme ça digitales. C'est pas le cas d'une boîte qui fait des produits physiques. Si tu n'as plus d'argent, tu peux pas relancer la production. Alors, soit tu as un peu de stock, tu peux vendre ton stock, il faut quand même le transporter, etc. Si tu n'as plus d'argent et plus de stock, eh ben, tu peux même pas recréer du stock, puisqu'il faut faire tourner tes usines. Ouais, c'est du BFR après. Ouais, Voilà, exactement. c'est du BFR, exactement. Et donc il y a plus de boîtes qui se plantent sur les produits physiques à cause de ça, à cause de problèmes de trésor. Une entreprise ne se plante pas parce qu'elle perd de l'argent, elle se plante parce qu'elle n'a plus d'argent. C'est-à-dire que tu as des boîtes qui ont tellement de croissance qu'elles doivent tellement créer de produits, tellement de stocks, etc., que finalement elles finissent par se planter à cause de ça. Ce qui est complètement fou. Des boîtes qui se plantent parce qu'elles ont trop de croissance dans les produits physiques. Dans le digital, une boîte qui a trop de croissance, bah, ça fait une licorne de la Silicon Valley et c'est génial. Donc voilà, c'est relié. C'est-à-dire que c'est pas trop dangereux d'avoir des boîtes qui perdent de l'argent pour se développer, c'est ce qu'on leur demande, parce que on sait que derrière, il y a cette possibilité à tout moment d'être à l'équilibre. Et c'est Paul Graham qui dit noodle profitable, hein, donc gagner $1 par jour juste pour te payer un bol de nouilles et le lendemain tu recommences, tu es là, tu es toujours vivant pour essayer d'autres choses. Voilà. Donc si tu gagnes $1 par jour, ta boîte, il peut jamais rien lui arriver finalement. Ça, c'est Paul Graham qui a dit ça. Et je te donne un exemple très concret. On a une boîte qui fonctionne très très fort, qui dépense beaucoup. Et là, il y a quelques mois, au moment où il y a eu un peu ce refroidissement, il y a un investisseur qui s'est retiré à la dernière seconde pour 20 millions. Donc ils avaient promis 20 millions à la boîte d'investissement. Et vraiment, et c'était signé les papiers. Donc c'est signé quoi. Et au dernier moment, finalement, il n'a pas fait le virement. Et la boîte s'est retrouvée complètement dans la merde en disant mais attends, moi j'ai engagé des dépenses, etc. Donc c'était un gros problème pour cette boîte-là. 90% des boîtes, ça les aurait tués, ça les aurait foutus au tapis. T'imagines si tu as prévu 20 millions de dépenses, voilà. Et ils ont survécu grâce à ça parce que c'est une boîte digitale. Alors, c'était pas facile, hein, c'était pas tout rose. Oui, non, forcément, mais ouais. Mais voilà, parce que voilà, il a dû virer des gens, etc. Bon, ça c'est les États-Unis, tu peux virer plus facilement. C'est pas terrible pour les salariés, mais pour la boîte c'est quand même mieux. Et il a survécu jusqu'à retrouver un autre investissement, un autre investisseur. Donc voilà, ça c'est et il s'en est sorti, et 90% des boîtes s'en seraient pas sorties. Voilà.
Très cool. Et du coup, tu nous as fait le E, le T, le A. Le A, c'était lequel? Donc effectivement, E, effet d'échelle, T, traction. On termine avec le A, avantage injuste. Avantage injuste, en anglais unfair advantage, c'est en anglais on pourrait dire defensibility. Qu'est-ce qui est défendable dans ton projet? Pourquoi? Parce que si tu as une boîte qui se met à cartonner, forcément tu vas être copié. Forcément. On l'a vu avec Uber, hein, il y a 5, 10 concurrents français, etc. Et donc la vraie question c'est, Airbnb avait des concurrents, on les connaît moins, mais ils avaient un très gros concurrent allemand par exemple, mais aujourd'hui qui est complètement tombé dans l'oubli. Qu'est-ce qui fait que c'est cette boîte-là qui va gagner? Parce que s'il y a 10 boîtes, elles vont pas forcément toutes devenir des géants. Il y en a peut-être qui vont couler, il y en a qui vont se faire racheter, etc. Et on veut parier sur le bon cheval, entre guillemets, sur la boîte qui va vraiment avoir le meilleur outcome, qui va vraiment cartonner. Et donc, ça s'appelle l'avantage injuste, qu'est-ce qui est défendable? Ça peut prendre 1001 formes. Évidemment, en France, tout le monde connaît le brevet, c'est le plus simple, mais on peut pas breveter le code informatique. Donc le brevet, c'est très bien pour les objets physiques. J'investis pas dans les objets physiques, c'est du digital. Et donc, comment on fait pour remplacer le brevet? Alors il y a tout un tas de choses. Ça peut être une expérience. Si c'est l'ancien DG de PayPal qui va créer une fintech, tu te dis bon bah voilà, il sait faire. Ça peut être un espèce de secret par exemple, secret dans la procédure, dans la façon de faire. Je te donne un exemple. Airbnb, tout le monde leur disait bah non, personne va aller dormir chez des inconnus, ça marche pas. Et eux, ils avaient un secret, c'était qu'ils faisaient des photos professionnelles. Tu sais, ils envoyaient gratuitement un photographe prendre des belles photos des gens, et ils ont mis des notes. Et eux, ils ont dit bah voilà, tout le monde nous dit que ça marchera pas, mais en fait, on a vu que si on mettait des photos, des commentaires, ça marche. Et ils étaient les seuls finalement à avoir compris ça. Donc un peu un secret de fabrication en interne. Et puis un que j'aime beaucoup, que je viens de citer avec Airbnb, c'est qu'est-ce que les fondateurs ont compris et qui sont les seuls à avoir compris. Un peu des idées un peu contrariennes où ils disent non mais personne n'y croit, mais regarde ça marche, nous on a la preuve parce que c'est dans notre business. Voilà, ça c'est le genre de choses que j'aime bien. Mais là je pourrais à nouveau rien que sur ça t'en parler pendant 1 heure. Il y a plein d'avantages injustes et de choses défendables, mais ça fait partie de choses qu'on regarde. Et une des choses qui peut être défendable, c'est d'être le plus rapide, le premier. Si tu es on dit le first to market, que tu es le premier et que tu vas le plus vite, que tu prends tout le marché avec ta croissance grâce au Y Combinator, etc. Ça peut être, tu peux être après avoir trop d'avance pour être rattrapé, ça peut être un élément. C'est passionnant, c'est passionnant. Et pour toutes les infos qui concernent plus le développement, la recherche dans les chiffres, etc., vraiment, allez voir la chaîne de Gabriel, elle est vraiment... moi, j'ai compris plein de trucs que j'avais pas compris avant. Donc vraiment, allez-y, c'est vraiment top. Moi, maintenant, j'ai une question. Tout ce que tu nous expliques là, quand tu as un projet, par exemple, tu nous parlais tout à l'heure de la boîte avec qui tu discutais hier, etc., que tu vas peut-être pitcher du coup à ton groupe dans quelques semaines, comment ça se passe? Comment tu organises ça et comment tu le vends? Parce qu'en fait, indirectement, tu dois vendre cette boîte à ton club. C'est un petit peu ça l'idée. Alors oui, je dois le vendre. J'ai la chance inouïe d'avoir des gens dans le club qui me font confiance, qui me suivent. Donc c'est pas très dur et la startup fait tout le boulot pour moi. C'est-à-dire que moi je suis tellement exigeant dans les boîtes que je trouve, plus 99,9% des startups que je vois, je leur dis non. D'accord? Je passe ma vie à dire non. Je vois entre 3 et 5 000 dossiers par an et je fais une quinzaine d'investissements. Pour te donner l'idée, donc ça veut dire que 4 985 fois, je vais dire non. D'accord? Donc, la startup fait le boulot pour moi. C'est-à-dire que je suis tellement exigeant, je trouve des boîtes qui sont tellement folles. Encore une fois, dans le meilleur incubateur des startups au monde. Parfois, on a la chance d'investir dans dans les 5 ou 10 meilleures boîtes de toute la promotion. Donc, elle fait le boulot pour moi. Donc, comment ça marche? Moi, j'ai un gros travail d'analyse en amont pour décider ou non si on investit. Donc, ça, c'est toute la partie. Donc, je rencontre l'entrepreneur plusieurs fois, je pose des questions, etc. J'ai un board d'investissement à qui je présente le projet, qui va valider ou non l'investissement et me dire on y va pas, me challenger, pour avoir un regard aussi extérieur. Une fois que tout ça s'est passé, ok, on y va. Il faut aussi négocier les termes de l'investissement avec l'entrepreneur, qu'on se mette d'accord, valorisation, etc. Ça, bon. Mais imaginons que tout ça soit bon. Comment ça marche? Moi, j'écris une note d'investissement. C'est un document qui fait 2 pages, donc c'est assez synthétique, que j'envoie à tous les membres. Et où je dis, voilà, salut Gérald, c'est Gabriel, moi j'investis dans cette boîte, donc moi j'investis systématiquement mon argent, voilà pourquoi j'investis, voilà pourquoi j'y crois, voilà ce qui me plaît, voilà les critères d'investissement, etc., etc. Est-ce que tu veux investir, oui ou non? Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, personne n'est obligé d'investir. Donc moi, je monte la startup. En général, elle fait tout le boulot pour moi parce que je me suis cassé la tête à trouver vraiment une boîte géniale. S'ils veulent pas investir, ils investissent pas. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas obligatoire. S'ils veulent investir, ils investissent.
Et donc, comment ça fonctionne? Je leur envoie ça par mail. En général, ils ont quelques jours pour prendre leur décision. Et j'organise avec le fondateur de la startup un webinaire en direct. Et donc ça, c'est super sympa pour les membres. Ils adorent parce qu'ils peuvent venir poser leurs questions en direct. Moi, j'ai écrit une note, je suis l'intermédiaire. Mais là, ils disent, bon, bah, Gérald, c'est ta boîte, je vais peut-être investir, mais j'ai besoin de savoir, est-ce que X, Y, Z? Et les entrepreneurs répondent vraiment à toutes les questions en direct, donc durant un webinaire. Donc ça apporte beaucoup de valeur. Et une fois que c'est fait, ils ont la note d'investissement, ils ont le webinaire, ils ont le replay pour ceux qui sont pas là, ils prennent leur décision, voilà. Et puis après, il y a toute l'organisation de l'investissement. Ça, c'est du côté de Léonis. Pour le client, c'est $1, hein, donc c'est une signature, un virement pour investir. Donc c'est vraiment très très rapide, clé en main. Nous, on a toute une partie administrative, création, gestion, administration des holdings. Et tout ce qui est les contrats, l'investissement, etc., etc. Ça, c'est nous qui nous en chargeons. Il y a rien à faire. C'est un peu de boulot pour nous, mais ça fait partie de notre métier. Très bien. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il faut parier sur plusieurs chevaux ou est-ce qu'il faut que je tombe amoureux d'un projet et que je croise les doigts pour qu'il fonctionne? Qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui veut démarrer sur l'horizon de temps et sur le nombre d'investissements qu'il doit réaliser? Moi, je conseille rien. Chacun fait ce qu'il veut, mais donc il y a les deux. Il y a des gens qui disent, bah moi, c'est cette startup là. Voilà. Donc si c'est cette startup là et que tu as mis tout ton argent et que c'est la bonne, tu vas gagner encore plus. C'est formidable. Mais quand même, un peu l'opinion populaire et la sagesse populaire, et je pense que c'est plutôt à raison, c'est de diversifier. C'est dommage de faire 2 investissements startup, alors que dans le Club Léonis, moi, je t'en propose une quinzaine par an. Moi, j'investis dans toutes les boîtes que je propose, c'est le deal. Donc, moi, je suis diversifié. Et voilà, c'est quand même plus courant. Les gens qui diversifient, c'est plutôt la sagesse populaire. Et d'autant plus que ce qui est incroyable avec les startups, c'est qu'on a ce qui s'appelle une répartition discrète des gains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as en général 2 startups qui va te faire ta performance. Dans la Silicon Valley, tu peux avoir des investissements très facilement qui vont te rapporter entre 100 fois et 1000 fois ta mise initiale. Donc si tu investis 2500 €, ça veut dire que ça peut te rapporter potentiellement entre 250 000 € et 2,5 millions. Ça arrive tous les jours, hein. C'est même pas les plus gros exits. Les plus gros exits, on est plutôt sur un multiple de 10 000. Mais là, je te parle de exits plus petits, entre 100 et 1000. Dans la Silicon Valley, hein. En France, c'est vraiment autre chose. Donc, tu as plutôt enfin, si tu prends ces chiffres-là, tu te dis probablement, bah, j'ai intérêt quand même à pas la rater celle-là. Mais tu sais pas laquelle ça va être. Donc, même si tu fais 10 investissements à 2500 par exemple, donc tu as investi 25 000 €, même si tu en as 9 qui se plantent, alors chez Léonis, on n'est pas du tout à 9 qui se plantent, hein, on est plutôt l'inverse, 9 sur 10 qui réussissent, mais bon, imaginons 9 qui se plantent. Si tu en as une qui fait même pas fois 100 à fois 1000, disons, on s'est trompé, elle fait que fois 50, eh ben, tu es quand même largement positif, même avec toutes les autres qui sont plantées. Donc voilà, ça c'est plutôt la sagesse populaire. Je pense que, comme toute sagesse populaire, si c'est aussi, enfin voilà, c'est que c'est plutôt des bonnes pratiques. Mais maintenant, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas d'obligation. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Voilà. Trop bien. Et donc du coup, la question fatidique, comment ça fonctionne si on veut rejoindre le club? C'est Ouais, ma question. carrément. On est censé en discuter en off après, parce que moi ça m'intéresse. Mais du coup, voilà, j'anticipe. Non, écoute, c'est très simple. Le club, il est ouvert, si je puis dire. Enfin voilà, c'est pas spécialement difficile de rejoindre le club Léonis, pour le moment en tout cas. Donc, il faut avoir un peu d'argent à investir. Moi, je conseille d'avoir au minimum 15 000 € à investir, parce qu'en dessous, bon, enfin voilà, mais ça peut être moins si des gens vraiment très très motivés, et ça peut être évidemment plus. Donc pour te répondre, comment ça fonctionne, il faut aller soit sur le site Léonis, soit sur la chaîne YouTube, enfin qui renvoie vers le site Léonis, prendre rendez-vous avec moi pour échanger et pour rejoindre le club. Et pour entrer dans le club, il y a une cotisation à payer qui permet d'accéder donc aux opportunités d'investissement et qui permet d'accéder à la communauté, puisque donc il y a quand même une communauté, on est plus de 300 membres, hein, comme je le disais, d'investisseurs, tous avec des profils quand même assez intéressants et particuliers et sympas. Et notamment, c'est quand même des gens qui ont cette démarche-là, déjà d'investir dans les startups. C'est pas tout le monde, hein, si tu parles dans la rue autour de toi, investir dans les startups. En plus, dans la Silicon Valley. Donc ça, voilà, il y a que des gens intéressants, intelligents. Et en plus, il y a quelques mecs qui ont eu des histoires de fous, qui ont vendu des super grosses boîtes, etc. Donc c'est toujours sympa.
Et donc, j'en ai pas parlé du tout, mais il y a une communauté très active. On fait des visios tous les mois, on fait des rencontres à Paris pour boire un verre, on se rencontre tous, etc. Donc, qui sont facultatives, mais qui sont toujours des moments sympas et aussi une façon de networker, de rencontrer des gens, etc. Très bien. Ben, on mettra tous les liens vers la chaîne YouTube que j'ai recommandé plusieurs fois et je le refais une fois de Merci. plus. T'es sur Insta aussi? Non, t'es sur LinkedIn toi plutôt. C'est LinkedIn plutôt. Ouais, enfin, je suis sur Insta, mais peu actif, mais je suis Ouais. effectivement sur LinkedIn assez actif. N'hésitez pas à venir m'ajouter sur LinkedIn, bien sûr, si vous le souhaitez. Mais effectivement, mon canal principal, là où je concentre mon énergie et mon contenu, c'est YouTube. Ouais. Bon, ben super. On mettra tous les liens pour s'inscrire et pour aller voir tout ça. En tout cas, c'était un épisode que j'ai adoré faire. J'ai répondu. Alors, je l'ai fait pour moi. J'ai posé toutes les questions voilà. J'espère que Trop que bien. ça intéressera le plus grand nombre. Mais je me suis dit, attends, je l'ai pendant 1 heure là. Il faut que j'ai la réponse à mes questions, quoi. J'ai les Bon, réponses. c'est cool. Je suis content que ça t'ait plu. Donc super. La suite pour toi maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les prochains mois? Écoute, bonne question. Alors, des bons investissements, continuer voilà, à accompagner le plus de monde. Et puis voilà, j'ai un petit projet de fond. Donc, on peut me souhaiter de mettre ça sur pied rapidement et que ça fonctionne. Mais c'est surtout le club. Le club reste quand même mon focus. Et donc, de pouvoir continuer à proposer ces beaux investissements à ses membres. Voilà. Bah, c'est tout le mal qu'on te souhaite alors. C'est top. Merci. Merci beaucoup Gabriel et merci à Stéphane pour la mise en relation. Merci Stéphane. C'était vraiment cool. Et puis bah, écoute, je te souhaite une bonne journée à tous ceux qui nous écoutent. Et puis à bientôt. Merci pour l'invitation. Merci À beaucoup. bientôt. C'était top. J'ai passé un très bon moment. Et bonne journée à toi aussi et à tout le monde. Super, ciao ciao. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux, je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.